à tous, je vous propose de démarrer donc cette présentation sur comment déconfiner en entreprise en toute sécurité, comment préparer les choses en toute sécurité. Je remercie le MEDEF pour cette invitation. Nous sommes toute une équipe d'Horizon Santé Travail, donc nous sommes donc un service de santé au travail et nous travaillons depuis déjà quelque temps à préparer le déconfinement et comment accompagner les entreprises dans cette période un petit peu compliquée. Donc juste une petite slide de présentation. L'association Horizon Santé Travail est une association qui travaille sur le 92, le 93, Paris, un petit peu du 78. Nous sommes actuellement sur cette présentation et sur le chat toute une équipe de médecins, préventeurs, infirmiers, psychologues, secrétaires, assistantes sociales. Tout le monde est à votre service pour vous aider dans cette préparation au déconfinement. Donc, plus précisément, aujourd'hui, vos animateurs seront Laurent Elmedioni. Dis bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Je lisais un petit message de Marie Leperlier. Il y a aussi la cellule, effectivement, de prévention Oui. des risques professionnels qui a une action particulièrement conséquente au sein du service. Donc, Laurent Médioni, intervenant en prévention des risques professionnels au sein d'HST. Voilà, Sandrine Grimbert, je suis ergonome. Au chat, nous avons beaucoup de monde pour répondre à vos questions. Nous avons le docteur Dupré, le docteur Peralta, le docteur Leperlier, Clotilde Launay, qui est aussi ergonome, et le docteur Bonnet. Donc, comme vous voyez, toute une équipe à votre service pour répondre aux questions les plus précises possibles. Il faut savoir que cette présentation a été instruite par un groupe de travail pluridisciplinaire sur le déconfinement. Je te coupe une minute. Il manque, on a oublié d'inscrire le docteur Durand, qui est Ah, le médecin pardon, coordinateur de notre service et c'est vrai. qui est également avec nous. Donc, Toutes mille mes excuses, excuses. Karine, pour cet oubli. Toutes mes excuses, Karine Durand. Donc, je suis désolée, effectivement. Donc, nous sommes toute une équipe à avoir travaillé sur le déconfinement, avoir créé des documents sur le déconfinement et suite à ce travail de fond, nous avons décidé d'organiser des présentations et nous remercions donc le MEDEF pour nous avoir invités aujourd'hui. Alors voilà comment va se dérouler en fait cette présentation. Tout d'abord, je tiens à vous dire que on va se débrouiller pour que vous puissiez avoir accès aux documents en fin de session. On va le transmettre pour que vous puissiez l'avoir. On va d'abord vous parler de quelques notions sur le coronavirus, puisqu'on n'a franchement pas le choix aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. Ensuite, on va vous parler plus précisément du déconfinement et des modalités qui en découle, en fait, tout ce que vous allez devoir mettre en place. On va vous expliquer comment préparer votre entreprise, comment prendre en compte la dimension psychosociale dans le cadre du déconfinement. Et on va vous donner quelques éléments complémentaires, des liens utiles, on va vous parler des visites médicales, ce genre de choses. Donc, on va démarrer. Point sur le coronavirus. Alors, le coronavirus, tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Je pense que c'est bon, ça fait 2 mois que tout le monde connaît ce terme. Malheureusement, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur ce virus. Donc, quelques informations simples pour qu'on ait tous les mêmes notions. C'est un virus qui apparaît avec des symptômes extrêmement variés. Fièvre ou pas de fièvre. Donc, ça peut être aussi de la sensation de fièvre, de la toux sèche, une gêne respiratoire, des maux de tête, des courbatures, la fatigue, beaucoup, perte brutale de l'odorat, perte du goût, douleur abdominale, quelques lésions cutanées. Les symptômes sont extrêmement variables. Le diagnostic n'est pas si évident que ça à faire.
mais à la rigueur, ça vous concerne pas. Ça, c'est lié plutôt au médecin. Il faut savoir que, effectivement, comme les symptômes sont très variables, il faut y penser devant l'un ou l'autre de ces symptômes. Mais ce que je retiens, moi, dans cette liste, c'est que la fièvre n'est pas forcément un symptôme obligatoire. Ils peuvent être associés ou isolés, effectivement. Les symptômes peuvent être associés ou isolés. La fièvre n'est pas obligatoire, donc prendre la température systématiquement à l'entrée d'une entreprise n'est pas forcément l'idée la plus judicieuse non plus. Dans les formes graves, on trouvera des difficultés respiratoires, essoufflement aux efforts et lors d'une discussion. Donc là, c'est des formes qui doivent faire penser qu'on appelle le 15 parce que c'est un petit peu plus sérieux. On compte que 80% des formes sont avec une symptomatologie bénigne. Il va y avoir 15% des gens qui sont atteints de ce virus qui vont présenter des complications, une forme un peu plus sévère, et 5% qui vont être admis en réanimation. Un complément d'information, et vous avez aussi, on a un certain nombre de cas asymptomatiques, donc dont les symptômes qui ne présentent aucun des symptômes qui ont été cités. Et qui voilà, sont difficile pourtant aujourd'hui de contagieux. dire le pourcentage dans la population, mais en tout cas, il y en a et il y en a un certain nombre. Donc, le délai d'incubation, on en découvre encore un petit peu tous les jours, mais on a statué sur actuellement, en général, l'incubation se fait en 3 à 5 jours. Il peut s'étendre sans doute jusqu'à 14 jours. Pendant ce temps-là, la personne peut déjà être contagieuse. Le mode de transmission, des gouttelettes de salive, des micro-gouttelettes. Donc quand on parle, quand on tousse, quand on éternue, on va projeter le virus. Quand on a été en contact avec ces gouttelettes sur les mains et que on va les porter à son visage, automatiquement, on peut être contaminé par ce mode-là. Les voies de pénétration habituelles, effectivement, c'est les yeux, le nez, la bouche, donc le visage. La persistance de ce virus sur les surfaces inertes, ça va nous impacter directement sur toutes les procédures de nettoyage. Ça va être, pour le papier et le carton, on compte que ça persiste environ 24 heures. Pour le métal et le plastique, environ 72 heures. Pour les revêtements en polypropylène, 72 heures. Dans l'air, 3 heures, 6 heures. Ça dépend aussi de la ventilation. Sur les vêtements, 12 heures. Sur le bois, 4 jours et sur le verre, 5 jours. Le virus ne se transmet pas par l'eau du réseau d'eau sanitaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, les modalités des déconfinements, fort des informations que vient de nous citer Sandrine, le gouvernement a communiqué la semaine dernière par la voix de son Premier ministre un déconfinement prévu pour le 11 mai prochain. Alors c'est un déconfinement, on le sait, qui va être progressif et qui va être fonction des régions à partir des 2 critères que sont la circulation du virus et le nombre de places en réanimation. Mais on va aussi ajouter des données absolument nécessaires pour poursuivre et pour progresser dans ce déconfinement. Alors des données de capacité de test de dépistage, de nombre de personnes infectées et de disponibilité de médicaments. Alors, au cours de sa présentation, Édouard Philippe a proposé des pistes d'action, des recommandations pour la mise en œuvre de ce déconfinement. Et ce sont des pistes d'action et recommandations qu'on va reprendre tout au fil de cette présentation. Mais s'il y en a une qui nous a paru vraiment très très importante, c'est le télétravail. Le télétravail, dans la mesure du possible, doit être maintenu. Alors, on parlait Édouard Philippe parlait d'un minimum de 3 semaines. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour constater si, après le retour
dans les entreprises, le virus allait reprendre une courbe croissante ou rester stable ou encore diminuer. Hein, on aura au bout de 3 semaines ces informations-là, des informations plutôt capitales. Voir si après on continue dans le télétravail ou si on continue à reprendre une activité entre guillemets normale. Alors, pourquoi le télétravail est important? Parce que les salariés, pour venir sur leur poste de travail, pour venir dans leurs entreprises plutôt, vont bien souvent, et notamment en Île-de-France, avoir à prendre les transports en commun, qui est une source, et on le sait, de contamination majeure. Le fait aussi de retrouver d'autres personnes dans l'établissement, c'est aussi un risque de contamination. Donc, dans la mesure du possible et dans un premier temps, poursuivre le télétravail est vraiment une recommandation majeure dans l'organisation de vos activités, mais toujours dans la mesure des possibilités. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à fournir aux entreprises des fiches de prévention par métier. Alors, vous avez un lien sur les fiches en cliquant sur fiches de prévention. Vous aurez ce lien quand vous aurez le document. Il vous amène directement au site du ministère du Travail. Vous en avez actuellement une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine. Et puis, c'est tous les jours en réactivation et elles sont faites par métier. D'autre part, dimanche soir est sorti le protocole national de déconfinement et les informations qui ont été données dans ce protocole ont été utilisées pour finaliser la présentation que nous vous faisons aujourd'hui. Alors, on peut pas passer sur le sujet en évitant les gestes barrières. Mais je vais pas m'arrêter bien longtemps sur les gestes barrières dont on entend beaucoup de choses, dont on entend non pas beaucoup de choses, mais beaucoup de recommandations dans les médias. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez dans votre coude, utilisez le mouchoir à usage unique, évitez de vous serrer la main, enfin ne pas se serrer la main ni se faire la bise. Donc ça, on le sait tous. Et on sait aussi qu'on peut utiliser des moyens, des équipements de protection individuelle tels que les gants et les masques. Et là, on veut tirer une petite sonnette d'alarme sur l'utilisation de ces outils. Les gants, ce sont des outils, des moyens de protection à éviter autant que faire se peut. Alors à éviter, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, parce que on n'arrête pas de nous dire qu'il faut nous protéger. Oui, à éviter si on n'en a pas la nécessité. C'est vrai que pour les agents, les personnes qui travaillent dans la santé, les personnes qui font du ménage, les personnes qui partagent des outils, oui, les gants sont nécessaires et sont recommandés. Par contre, ne pas les systématiser, parce que l'individu, lorsqu'il va avoir des gants, va se sentir protégé. Mais ça va pas l'empêcher d'avoir le geste qu'on a tous de se toucher le visage, de se contaminer avec cette sensation de sécurité qu'on a avec que mettent en place les gants. Juste, vous avez un lien? Oui. Excuse-moi, je vais te couper, Laurent. Juste pour information, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais tout le monde peut communiquer sur le chat et nous poser en direct des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions précises à faire sur cette présentation, n'hésitez pas à nous les poser. Excuse-moi, Laurent, je te relaisse la main. Ben, t'as bien fait de me couper. C'est une information importante. N'hésitez pas, oui, à exprimer vos questionnements, vos doutes, ou même à affirmer des choses par le chat. Des personnes sont là spécialement pour répondre à ces éléments. Donc, je reprends sur les gants. Vous avez ce lien, comment les mettre et les retirer. Qui vous permettra d'accéder à un document INRS, document de l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un 4 pages, bien fait, très ludique et qui est particulièrement efficace. Concernant le port des masques. Le port des masques, là aussi, on constate dans la rue, on constate même dans les reportages à la télé que les gens les portent mal. Alors, ils vont les porter jusque-là, ils vont les remonter, ils vont les redescendre, ils vont les toucher parce que ils sont mal positionnés sur le nez. Et puis après, pareil que pour les gants, on va se frotter l'œil
on va se mettre le doigt dans la bouche pour X ou Y raison, hein, et il y a une mauvaise utilisation. Et ça nécessite d'apporter de l'information, voire de la formation auprès de nos salariés. Si on veut que le virus se tarisse, enfin, s'élimine petit à petit, il est vraiment important que chacun fasse et les gestes barrières adéquats, et l'utilisation des masques est un élément fondamental dans ce combat contre le virus. Le CHU de Nantes a fait une vidéo plutôt sympathique, mais efficace sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Elle fait 1 minute 30 à peu près, donc c'est pas très long. Et ça peut vous servir aussi à communiquer auprès de vos salariés. C'est un document qui peut être intégré, par exemple, et on verra plus tard sur le document unique, mais qui peut être intégré en termes de sensibilisation sur le port de masque, et ça peut faire partie du document unique. Alors, le déconfinement, comme le confinement d'ailleurs, je pense, c'est une démarche participative, c'est une démarche collective. L'idée, ça va être de créer des conditions sécuritaires et efficientes de reprise ou de poursuite de l'activité. Hein. Ça va nécessiter de mettre en place un plan d'action, mais un plan d'action évolutif. Alors, tout plan d'action est évolutif, hein, mais là, on va avoir une évolution qui va se faire pratiquement au jour le jour. Le 11 mai, vous allez avoir des personnes qui vont revenir en présentiel sur leur poste de travail. D'autres vont rester en télétravail et d'autres encore vont être en arrêt. Cette organisation va être en mutation, va être en mouvement permanente. Des gens qui étaient en arrêt qui vont venir, d'autres qui vont se mettre en arrêt, enfin bref. Par ailleurs, vos approvisionnements vont être fonction de l'organisation de l'entreprise de votre fournisseur. Et donc, vont pas toujours être là au bon moment pour que vous puissiez continuer votre activité. Et ça va être, alors vous me direz, mais c'est une organisation habituelle d'une entreprise. Oui, mais ça va être multiplié. En fait, ces désorganisations vont être multipliées par la situation. Ce que nous pouvons conseiller, c'est de créer un groupe de référents Covid, qui va être fonction de la taille de l'entreprise. Une petite entreprise, 2 personnes vont suffire à constituer ce groupe. Et puis, dans une plus grosse entreprise, on va avoir des représentants de la direction, bien entendu, des salariés, des représentants du CSE, peut-être le responsable informatique, le responsable des services généraux, le juriste, bref, les personnes qui sont susceptibles de pouvoir rassembler de l'information pour que l'entreprise puisse se réorganiser et le plus efficacement possible dans la réalisation de sa tâche. L'idée, ça va être de maintenir la qualité de travail. Hein, c'est pouvoir vendre de produits que vous vendez à vos clients. Mais cette qualité du travail ne peut passer outre la qualité de vie au travail, c'est-à-dire les conditions de travail de vos salariés. Alors, le rôle la mission de ce groupe va être de se tenir informé au quotidien des différentes situations dans l'entreprise. On va voir tout à l'heure la réserve. Si un produit manque dans la réserve, on va peut-être s'intéresser un peu plus à son réapprovisionnement et si il est impossible, voir comment on peut réorganiser l'ensemble pour continuer l'activité. Les maîtres mots, ça va être coordination, collaboration et communication. Bien entendu, pour la mise en place de ce groupe, pour la mise en place de nouvelles organisations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail, à vous rapprocher de votre médecin, de vos ergonomes, de vos ingénieurs hygiène et sécurité, psychologues du travail, etc. Juste pour information, je voudrais quand même savoir un petit peu où vous en êtes dans vos entreprises avant de continuer cette présentation. Je vais vous lancer un petit sondage pour savoir un petit peu actuellement
comment ça se passe chez vous? Alors, attendez 3 secondes. Voilà. Je vous laisse une petite minute pour voter. C'est un petit sondage anonyme. Ça nous permet juste de savoir un petit peu à qui s'adresse aujourd'hui cette présentation et sur quel sujet on va pouvoir un petit peu appuyer. J'espère que jusqu'ici, on a été à peu près clair. N'hésitez pas à reprendre la main sur le chat. Vous pouvez échanger avec nos médecins qui sont là justement pour répondre à des questions le plus précisément possible. Médecin et Clotilde, donc ergonome. Ah oui, et Clotilde, pardon. Je vois que les votes ne bougent plus. On va voir. Alors, globalement, il y a quand même beaucoup de sites qui ont été fermés, un peu plus de la moitié. Et vous savez quand même une notion de comment sont vos locaux actuellement, et la moitié ont pu maintenir tous les salariés. La moitié d'entre vous ont pu maintenir tous leurs salariés en télétravail, l'autre moitié seulement une partie. D'accord. Oups, c'est bizarre. Voilà. Donc, J'ai jeté un œil sur le chat. Là, j'ai une question à laquelle je vais peut-être répondre ou reprendre. Les gants, j'ai une question sur il y a une question sur les gants. Les gants ne sont pas loin d'être obligatoires et même pas recommandés. Hein, l'idée, hein, ce que je disais, c'est qu'ils soient utilisés par les personnes qui ont une activité, qui sont en contact, soit avec des surfaces, soit avec des personnes. Mais on va surtout pas recommander la systémisation des gants pour éviter que les utilisateurs aient une sensation de sécurité trop importante et ne fassent plus attention aux gestes barrières. Voilà, excuse-moi, c'est Sandrine. aucun souci. Donc, juste cette slide pour vous aider à faire un petit peu le point sur là où vous en êtes dans votre entreprise. Est-ce que votre activité a été complètement suspendue? Est-ce que vous avez eu un léger maintien de votre activité, même très partiel, hein? Quelles sont les mesures que vous avez de prévention que vous avez déjà mis en place? Ça permet, si vous avez déjà mis en place des mesures de prévention, aussi de réévaluer ces mesures et de voir comment on peut les réintégrer sur quelque chose de plus global au sein de votre entreprise. Donc voilà, on va passer vraiment à une slide pratico-pratique sur les bâtiments. Vous dites que vous avez plus de la moitié d'entre vous qui ont complètement fermé les sites, donc c'est peut-être important aussi d'aller voir ce qui se passe sur le site. Certains ont été jeter un œil sur leur site après 2 mois d'absence et ont trouvé des souris qui avaient commencé à grignoter les câbles, des toiles d'araignée partout et de la poussière. Mais voilà, il faut réhabiliter ce site avant de reprendre concrètement l'activité présente, l'activité en présentiel, peut-être lundi prochain, peut-être un peu plus tard. Donc, première chose, on va recommencer par voir l'aspect général du site, et puis ensuite on va s'intéresser aux choses un peu précises. Donc, le réseau d'eau. L'eau stagnante pendant 2 mois, si jamais elle n'a pas coulé, il va falloir la faire couler de façon assez intensive pour évacuer tous les dépôts, toute l'eau stagnante, robinet par robinet. Si besoin, on peut faire intervenir un technicien pour nettoyer pour désinfecter les réseaux d'eau chaude. Si il faut aussi voir l'installation électrique. Est-ce que vous êtes parti en coupant toute l'installation, ou est-ce que vous avez laissé en place les choses? Est-ce que effectivement il y a des disjoncteurs à réenclencher? Je vous rappelle que même pour changer une ampoule, il faut une personne qui ait une habilitation électrique. Donc ce n'est pas n'importe qui va réenclencher l'électricité.
Les ventilations, climatisation, on va faire un petit coup de dépoussiérage, un petit coup de nettoyage des bouches d'aération, on voit pour les filtres. Précision, on va demander dans le cadre du Covid que la ventilation naturelle soit préférée en fait aux autres modes de ventilation. Donc quand c'est possible, on ouvre les fenêtres et on aère. Quand vous avez une ventilation avec un recyclage d'air, on va vous demander de mettre en arrêt ce recyclage et de passer en 100% en air neuf. Pour ce qui concerne le nettoyage, comme on vous avait dit plus tôt, le Covid a une durée de vie limitée sur les surfaces inertes. Si votre local n'a pas été occupé pendant 5 jours qui précèdent la réouverture, le nettoyage classique que vous feriez avant de revenir de vacances suffit. Si vous avez des gens qui sont passés pendant cette période, qui ont été travaillés même de façon occasionnelle ou partielle, dans ce cas-là, on peut effectivement y associer un produit d'entretien virucide. Excusez-moi, j'ai un peu de retard sur les choses. Donc, une fois qu'on a fait le tour du bâtiment, il faut quand même faire l'état des lieux des ressources disponibles pour votre entreprise. Alors, ce sont des ressources générales et des ressources humaines. Excusez-moi pour la petite coquille sur la slide qui sera corrigée avant qu'on vous transfère le document. Donc, la première chose, c'est on va regarder un petit peu les gestions d'approvisionnement. Vous avez forcément dans votre entreprise des choses qui sont nécessaires pour fonctionner. Il faut savoir si vous les avez pas à disposition. Et si vous avez des besoins de réassort, en quelle mesure vos fournisseurs sont en capacité de vous faire le réapprovisionnement. Donc, ensuite, en fonction de leur réponse, il va peut-être falloir évaluer l'impact éventuel d'un manque, d'un retard, et savoir si vous êtes vraiment en mesure de reprendre et dans quelles conditions. Ça, c'est pour le matériel général, mais il faut aussi s'assurer que vous aurez le matériel spécifique pour la gestion Covid. Donc, les gels hydroalcooliques, le matériel des protections. Alors, le matériel de protection va dépendre de votre activité, hein, mais ça peut être des masques, des gants, des blouses, enfin des surblouses. Voilà. Donc, il faut s'assurer que vous ayez tout ceci à disposition, vous soyez en capacité de vous approvisionner. Il faut aussi évaluer les possibilités d'aménagement. Alors, les évaluations des surfaces et des sites et des espaces de circulation, on reviendra précisément sur ce genre de choses un petit peu après, parce que il y a un petit calcul à faire. La présence ou non de vestiaires, est-ce que vous avez la possibilité de mettre en place un sas à l'entrée du site pour pouvoir effectivement se désinfecter les mains, idéalement se les laver, se désinfecter les mains, retirer le masque, enfin ce genre de choses. Est-ce que vous avez la possibilité de déjeuner sur place, pas déjeuner sur place? Est-ce que vous avez un restaurant d'entreprise? Comment ça va fonctionner? Tout ça, il va falloir effectivement l'évaluer en amont. Et en parallèle, vous avez les ressources humaines qu'il va falloir aussi évaluer. Le déconfinement sera progressif à partir du 16 mars, mais dans ce cadre-là, tout le monde ne va pas se déconfiner tout de suite. Il va falloir déterminer quels sont les postes clés de l'entreprise, qui sera là, qui ne sera pas là, et comment on peut pallier à ceux qui ne seront pas là. Il va falloir estimer l'absentéisme pour les différentes raisons, hein. Ça peut être une personne qui est en garde d'enfants, les écoles n'auront pas forcément repris dans des conditions optimum dans une semaine. Ça peut être tout simplement les personnes qui ont encore des congés et il faut voir dans quelle mesure on peut les maintenir, pas maintenir et quelles sont les modalités à mettre en œuvre dans ce cas-là. Ça peut être des arrêts maladie. Il y a beaucoup de choses à voir pour pouvoir anticiper cet absentéisme. Il faut aussi se rendre compte que nous n'aurons pas forcément les transports en commun les plus adaptés, les plus efficaces. La reprise ne sera pas à 100%. Donc, est-ce que les personnes vont pouvoir revenir sur le site? Et quid des personnes fragiles?
vous avez sur le site d'Amélie tout un listing de personnes qui fragiles, qui sont considérées comme fragiles, qui doivent se signaler à leur médecin pour en prévision de la reprise. Donc, vous n'êtes pas en mesure de leur poser la question, est-ce que vous êtes une personne fragile, est-ce que vous êtes atteint d'une pathologie ou pas. Par contre, peut-être que leur envoyer la liste, qui est réactualisée régulièrement, des pathologies qui sont considérées comme des fragilités, peut permettre à chaque salarié de s'interroger sur sa propre situation et de prendre les dispositions et de vous tenir informé ensuite en fonction de la disposition prise. Il faut aussi, en amont, informer les salariés sur les dispositifs existants quand il y a des personnes vulnérables, quand il y a des gardes d'enfants, quand on ne va pas pouvoir tous reprendre en même temps sur le site, le chômage partiel, s'il doit continuer, il faut donner les informations sur leur situation. Se rapprocher éventuellement de chaque salarié avant le déconfinement, c'est une bonne idée. Ça permet de savoir où la personne en est, si elle a des angoisses, si elle va bien, si elle va avoir des difficultés. Si vos ressources, si certaines ressources vous manquent, il faut voir effectivement si vous avez la possibilité de pallier dans l'entreprise à ce manque de ressources, et s'il y a besoin de formation, peut-être voir pour les programmer. Revenons sur le sujet des superficies à évaluer, parce que les choses ont évolué justement sur le sujet. Selon le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, qui est sorti dimanche soir à 20h, il y a un certain nombre de choses à calculer en amont de la reprise pour savoir quels sont les nombres de personnes que vous pouvez accueillir sur site. Donc, on va vous parler d'une surface utile et du nombre de personnes qui peuvent être en présentiel sur un même espace. La surface résiduelle, c'est la surface qui est effectivement disponible pour les occupants. Donc, cette surface, vous prenez la superficie de votre site, de votre espace, et vous en retirez tout ce qui va être encombrement. C'est la surface dans laquelle les gens vont pouvoir réellement se déplacer, vont réellement pouvoir s'approprier l'espace. Donc, vous retirez toutes les armoires, tous les rangements, tous les postes fixes de travail. Un bureau, si un bureau fait 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, il va falloir le compter. Vous retirez tout ça et là, vous avez donc une superficie restante. Cette superficie restante va vous permettre d'évaluer combien de personnes on va pouvoir mettre dans cet espace. La jauge, qui est le critère d'occupation maximale des espaces, donc c'est vous qui allez le déterminer en fonction de votre entreprise. Le gouvernement vous impose qu'au minimum, c'est 4 mètres carrés par personne. Au minimum. Ça veut dire que ça, c'est 4 mètres carrés pour des gens qui sont en situation de travail un peu statique, quand il n'y a pas beaucoup de déplacements, quand la situation n'est pas, on bouge dans tous les sens. Et dans ce cas-là, il va peut-être falloir réévaluer un petit peu cette jauge pour l'augmenter, parce que ça peut être plus de 4 mètres carrés, peut-être 5, voilà. Le tout, c'est que cette jauge a été déterminée au départ pour que autour d'une personne, on puisse faire 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, et donc respecter la distanciation sociale. Donc, vous voyez ici un exemple de calcul sur l'espace de travail. Si on compte 30 mètres carrés habituellement occupés par 6 bureaux de 1,5 mètre carré, avec une grande armoire sur le côté de 4 mètres carrés, une surface de circulation de 5 mètres carrés, la surface résiduelle, c'est vous comptez tous les bureaux, vous comptez l'armoire, vous comptez l'espace de circulation et vous retirez de votre surface globale tout ceci et vous avez 12 mètres carrés. Donc, sur des postes à peu près statiques, en considérant qu'on va attribuer à chacun 4 mètres carrés, eh ben, vous n'aurez la possibilité, dans ce cas-là, dans cet espace de travail, de mettre que 3 personnes.
Donc ça, c'est la jauge, c'est ce qui est en amont, c'est ce qui va vous permettre de savoir combien de personnes vous pouvez avoir sur le site. Ça compte aussi bien pour les personnes qui sont là en travail que si vous accueillez de la clientèle, des visiteurs, des choses comme ça, des personnes en plus. Donc, dans cette jauge, vous ne pouvez pas dire je vais avoir 3 salariés plus des clients qui passent. C'est j'intègre tout le monde. Ça, c'est une chose. Ensuite, on verra par la suite comment on répartit les postes de travail de façon le plus adaptée à vos superficies. Le nettoyage, je pense que la gestion du nettoyage des locaux, c'est un sujet qui vous importe beaucoup en ce moment. Donc, il faut savoir que à partir de lundi prochain, le poste clé de votre entreprise, ça va être l'employé de ménage. Si vous n'avez pas de possibilité de nettoyer régulièrement vos locaux, vous ne pourrez pas assurer une reprise. Si votre nettoyage est effectué par un ou plusieurs de vos collaborateurs, il faut s'assurer qu'ils reprennent. Il faut s'assurer qu'ils auront les bonnes formations, les bonnes informations et le bon matériel pour travailler. Et il faut aussi prendre en compte que tout d'un coup, leur charge de travail va sérieusement augmenter parce qu'on va leur demander d'en faire un peu plus. Si c'est effectué par un prestataire, il va falloir effectivement voir avec le prestataire ce qu'il a l'intention de mettre en place. Est-ce que le matériel sera fourni? Est-ce que ce sera à vous de le fournir? Quelles seront les formations pour les agents? Et voyez avec lui ce que vous souhaitez pour le site. Nous avons juste un exemple de procédure de nettoyage pour vous donner effectivement un exemple de protocole que vous pouvez mettre en place en comptant que pour les surfaces de contact, il va falloir nettoyer au minimum 2 fois par jour. Sachant que ces surfaces en question, après contact, normalement, on cherche à les nettoyer déjà soi-même. Pour les équipements de bureau, ça va être minimum 2 fois par jour. Pour les lieux de restauration, ça va être minimum 2 fois par jour. Pour tout ce qui est les équipements de protection collective, 2 fois par jour aussi. Les équipements de protection individuelle, c'est avant et après chaque utilisation. Quels produits peuvent être utilisés? Tout d'abord, on va privilégier le nettoyage avec un détergent classique. C'est la base. Vos détergents habituels fonctionnent assez bien en prévention de base. Ensuite, quand il y a besoin d'une désinfection un peu plus poussée, l'eau de javel diluée suffit, ou tout autre désinfectant qui corresponde à la norme EN 14476. Je me souviendrai jamais du numéro. Et dans ce cas-là, il suffit de regarder sur vos lingettes, sur vos produits désinfectants s'ils correspondent à cette norme virucide. Dans tous les cas, ce qui est à privilégier, c'est d'aérer les locaux au moins 3 fois pendant 15 minutes par jour. Et évidemment, se conformer aux fiches de données de sécurité des produits, en termes d'équipement de protection pour les salariés, de procédés de dilution et regarder les dates de péremption des différents produits. Est-ce que je vous ai perdu? Non, tout va bien. Non, moi, je suis toujours là. C'est bien, merci. Alors, j'en profite pour reprendre la parole. Là, on a commencé à voir avec Sandrine la réorganisation de la vie collective par le nettoyage. Et il est vrai que chaque élément de vie collective dans l'entreprise doit être questionné. Alors, on en a listé un certain nombre que je vais vous présenter maintenant, mais il est probable qu'on ne soit pas complet. Et cette présentation a pour objectif de vous faire comprendre la démarche à mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Alors, l'arrivée et le départ du site, prévoir des arrivées et départs en décalé afin de limiter le goulot d'étranglement. Alors, le goulot d'étranglement, on a voulu reprendre le terme utilisé dans le protocole de déconfinement de dimanche, mais c'est effectivement cette arrivée qui peut être massive dans les entreprises. Donc, arrivée et départ, peut-être, à étaler de façon
à éviter que les gens s'agglutinent à l'entrée ou à la sortie. Condamner les tourniquets dans les entrées de certaines entreprises, dans la mesure du possible. Certaines entreprises vont dire, bah moi j'ai pas de, on a des risques d'intrusion. Si on enlève les tourniquets, on ne peut pas les enlever. Dans quel cas, eh ben, il faut adapter avec les gestes barrières de nettoyage réguliers des surfaces qui ont pu être touchées. Mettre à disposition une zone entrée avec un marquage au sol, alors ce qu'on peut appeler un sas d'habillage, déshabillage, mais qui va se limiter au nettoyage de main, au retrait du masque, au retrait des gants s'il y en a qui ont mis des gants, et éventuellement aussi fournir, à mettre à disposition des équipements de protection individuelle pour les personnes qui vont entrer. Alors il y a des entreprises qui mettent à disposition des kits salariés avec masques, gants, du gel hydroalcoolique, des lingettes, etc. C'est vraiment en fonction de votre activité en interne. Les ascenseurs et leurs utilisations, bah, prioritairement seuls, sinon on va privilégier les escaliers. Alors, toujours dans ce protocole de déconfinement, il nous indique une possibilité d'être à deux dans des ascenseurs de 8 mètres carrés et plus. Je pense pas qu'il y en ait énormément non plus. Pour des situations d'étage élevé, si on ne peut pas privilégier les escaliers, eh ben, il va falloir mettre en place les moyens de protection, le masque, éventuellement les gants, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas à systématiser. Bref, à mettre en place des moyens pour protéger les salariés, pour protéger la personne et pour protéger celle avec qui elle est. Un chiffon jetable pour les commandes et les portes, bien entendu, ça évitera de toucher une partie qui a été touchée par quelqu'un de contaminé. Des poubelles à pédales à proximité. Dans la mesure du possible, si c'est envisageable, plutôt que pousser la porte avec la main, on va la pousser avec le pied. Là aussi, on limite le contact. Alors, ce sont des habitudes à prendre, hein. Ce sont des nouvelles façons de fonctionner qui sont pas évidentes à mettre en œuvre, mais voilà, à force de le penser, on y arrive. Les espaces de déplacement. Eh ben, dans la mesure du possible, dans les entreprises, on va créer un sens de circulation pour éviter les croisements. Mais dans certaines entreprises, c'est pas possible. On va avoir un couloir unique qui va être possible d'utilisation. Dans quel cas, dans la mesure du possible, on va laisser les portes des bureaux ouvertes de façon à ce que la personne, l'une des deux personnes qui vont se croiser puisse se retirer dans le bureau, laisser passer l'autre et repartir. D'autre part, le fait de laisser les portes ouvertes permettra de limiter l'utilisation des poignets et donc là aussi un risque de transmission du virus. Autre, si ça veut bien, autre situation, c'est le déjeuner. Alors on sait, hein, les restaurants et cafés vont rester fermés pour un temps encore indéterminé. Alors on parle de début juin, personne ne sait en fait. Et dans votre entreprise, vous avez peut-être un restaurant collectif, un restaurant d'entreprise. Première question à se poser, c'est êtes-vous sûr que le prestataire est prêt à relancer son activité? Alors si c'est le cas, il va falloir permettre la distanciation, une distanciation de 2 mètres. Alors, il est indiqué 1 mètre minimum, 2 mètres dans les documents officiels. 2 mètres, ça nous paraît vraiment, pour cette situation-là, vraiment important. Organiser des roulements pour les pauses, pour éviter là aussi les goulots d'étranglement dont on parlait tout à l'heure. Prévoir des gels hydroalcooliques à l'entrée et à la sortie. Prévoir un sens une entrée et une sortie différentes, mais en général sur les restaurations collectives, c'est plutôt le cas pour des respects des règles d'hygiène dans un premier temps. Proposer principalement des plats prêts et emballés. Alors, dans les restaurants collectifs, on a souvent des saladiers.
avec des entrées, plusieurs saladiers, puis les personnes vont se servir les uns, de tel ou tel produit. Alors ça, c'est à proscrire. Éviter le partage des cuillères, etc. Donc, privilégier les plats déjà prêts, les entrées, puis les plats déjà prêts. Puis aussi, on va privilégier des plats froids plutôt que chauds. Ben, ça évite simplement d'avoir à utiliser des outils de chauffe, tels que le micro-ondes. Le micro-ondes, si vous mettez si vous l'avez dans la salle de restauration et que plusieurs personnes sont en attente, ben d'abord, on va avoir une file d'attente qu'il va falloir matérialiser par des distanciations de 1 mètre. Et puis, l'utilisation en tant que telle du micro-ondes, là aussi, on a des contacts manuels avec les matériaux. Supprimer les carafes, les condiments, les fontaines à eau manuelles, supprimer donc tous les outils, tous les matériels qui pourraient être partagés. Alors, on va préserver quand même des machines à café, parce que pour le coup, ça va des machines à café, le réfrigérateur. Et là, on va parler de la salle de la cuisine, la salle de repos, la salle de pause qu'on peut avoir dans les entreprises, et pour laquelle on va permettre également une distanciation sociale entre les personnes. Utilisation de lingettes, si on peut pas ne pas avoir donc d'outils et de machines telles que la machine à café, le frigo, utilisation de lingettes avant et après utilisation. Lorsque la personne arrive le matin pour mettre sa boîte repas dans le réfrigérateur, un nettoyage de cette boîte est nécessaire et équiper, bien entendu, les espaces de sacs poubelles, à pédales et à sacs jetables. Autre site, partage d'espace dans la vie collective du site, c'est la réserve. Une seule personne affectée, c'est la recommandation à la réserve, si possible. Et si c'est pas possible, nettoyer systématiquement les outils partagés. Ça peut être la tablette, ça peut être la perceuse, ça peut être un support de documents. Bref, nettoyer systématiquement ces outils et puis les surfaces qui ont pu être en contact. Et on fait un lien aussi là avec le groupe référent Covid, puisque si on est en rupture ou si on approche d'une rupture de matériel ou de matières premières, vraiment informer le plus en amont possible le groupe référent Covid qui va réorganiser l'activité en fonction de cette nouvelle information. Les véhicules, on va privilégier des véhicules utilisé par une seule personne. Et là aussi, si ce n'est pas possible, il va falloir le partager. Et dans quel cas, pour le coup, là, on va vraiment préconiser l'utilisation de gants et le nettoyage de la clé, le nettoyage des poignées de porte, du volant, des leviers de vitesse, etc. Le transport de passagers, une seule personne transportée à la fois à l'arrière du véhicule, avec une séparation si possible, et si c'est pas possible, que chacun soit équipé d'un masque. Imposer le lavage des mains au gel hydroalcoolique dès l'entrée de la personne dans le véhicule, et lorsqu'elle s'en va, nettoyer les surfaces qu'elle a pu toucher, comme par exemple la poignée de porte. Transport collectif par utilitaire, on va positionner un passager sur 2. Des fois, on n'a pas la possibilité d'avoir qu'un seul passager dans le véhicule, donc on va en mettre 1 sur 2. On va en positionner plutôt que mettre, c'est pas vraiment joli comme terme pour une personne, voilà, 1 sur 2. Et là aussi, imposer le lavage des mains à l'entrée. Encore, on peut en avoir beaucoup, des espaces de vie collective. Les espaces fumeurs. Espaces fumeurs, on a l'habitude d'avoir bien souvent, des gros cendriers dans un espace dédié aux fumeurs. Ce gros cendrier est à bannir au bénéfice d'une multiplication des cendriers, de façon à ce que chacun puisse respecter la distanciation sociale. Mise à disposition du gel hydroalcoolique. Vous comprenez bien que le gel hydroalcoolique, on va essayer de le diffuser autant que faire se peut, de façon à ce que il y ait vraiment une tendance
à se nettoyer les mains, à se laver les mains autant possible. Les sanitaires. Alors, on en inscrit évaluer les besoins de sanitaires en fonction du nombre de personnes sur site. Il est clair que si vous avez l'habitude si vous avez habituellement 50 personnes sur un site et que le 11 mai et les semaines qui suivent, vous en aurez 10, il n'y a pas de nécessité à ouvrir le nombre de toilettes pour les 50. Dans quel cas, fermez ce qui est nécessaire. Pourquoi? Ça va libérer de l'espace-temps pour votre personnel de ménage et cet espace-temps va être important pour réaliser d'autres missions qui vont lui être assignées avec la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, on va supprimer peut-être des urinoirs et puis on va aussi matérialiser les espaces files d'attente. Là aussi, hein, notamment pour les établissements recevant du public. Mais il peut y avoir des files d'attente aux toilettes, donc dans ces établissements, dans ces ERP, et donc matérialisé par un marquage au sol permettra de limiter les risques et permettra de respecter en fait la distanciation sociale. S'assurer de la mise en disposition de savons et d'essuie-mains jetables, et on insiste bien sur le jetable, éviter et proscrire toutes les serviettes tissus enroulées qui sont là aussi source de contamination. Mettre à disposition des lingettes désinfectantes, nettoyage de la lunette des toilettes, nettoyage du bouton de chasse d'eau, là aussi, avant et après utilisation. La gestion des déchets, on va rajouter, vous avez bien vu, hein, depuis le début, on rajoute des poubelles à pédales, mais il va falloir les vider, ces poubelles. Donc, intégrer cette mission dans la fiche de poste de la personne en charge du ménage. Je laisse Sandrine prendre la suite sur les postes de travail. Sandrine qui était concentrée sur toutes les questions au niveau du chat. Il y a quelques questions assez pointues quand même. Donc, merci à tous pour vos réponses, vos questions et vos réponses. Juste pour réorganiser les postes de travail. Donc, on revient sur le sujet. Il y a quand même quelques principes de base qui vont rester. Vous l'avez bien compris depuis le départ. Les gestes barrières, c'est l'essentiel. Distanciation sociale, gestes barrières, on va rester là-dessus. Le télétravail, c'est ce que vous avez évoqué dès le départ. Il doit être privilégié. De toute façon, vous ne pourrez pas accueillir tout le monde sur le site non plus. Vous l'avez bien compris. Toutes les personnes qui peuvent rester en télétravail, pour le moment, sont fortement encouragées à le rester. Par contre, il doit être organisé et managé. On a eu un télétravail qui a été un peu déclenché rapidement en mars, parce qu'en très peu de temps, il a fallu mettre tout le monde chez soi et ne plus bouger. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un peu plus stable, un peu plus construit. Il va falloir commencer à organiser ce télétravail, à le manager pour que les gens se sentent bien en télétravail et soient plus simplement dans une situation d'urgence. Il va falloir commencer effectivement à voir comment on peut conserver une équipe, maintenir donc cette notion de collectif, comment on peut donner des objectifs suffisants et pas trop intenses non plus, et voir un petit peu tout ça. Mais ça, on en reparlera plus tard. Enfin, Laurent vous en reparlera. Mettre en place prioritairement des mesures de protection collective, c'est l'essentiel de la prévention. Soit on élimine le risque, soit effectivement on va en limiter les effets, d'abord pour le collectif et puis dans le pire des cas, si on n'a pas pu faire mieux, dans le cadre individuel. Donc, éliminer le risque, je vous jure, le jour où on a éliminé le Covid, on sabre tous le champagne. Pour le moment, c'est pas à l'heure actuelle. Donc, on va commencer effectivement à travailler sur des mesures de prévention collective. Donc, les horaires en décalé pour ne pas arriver tous en même temps, limiter les réunions en présentiel, les plaques de plexiglas pour séparer des postes qui sont trop proches ou pour quand vous avez des gens qui doivent interagir les uns avec les autres, notamment, je pense à l'accueil du public, voilà, ce genre de choses. Tout ça, il va falloir y penser.
Si malgré tout la distanciation ne peut pas être respectée, ben oui, le port de masque devient une obligation, effectivement. Voire certaines entreprises ont même intégré le port de visière au-dessus du masque. Actuellement, le protocole de déconfinement ne prévoit pas que le masque soit obligatoire en entreprise. Il laisse la liberté à l'employeur de décider si il veut mettre en place un masque au sein de l'entreprise, un masque grand public au sein de l'entreprise. Il faut privilégier des équipes fixes, parce que si on cherche à éliminer les contacts sociaux, à réduire les contacts sociaux au maximum, évidemment, il vaut mieux privilégier des équipes fixes. Quand c'est possible, le bureau individuel, c'est l'idéal. Quand c'est pas possible, vous allez voir qu'on a d'autres solutions quand même. Il faut informer les salariés que leur espace de travail va être réorganisé. Il va être réattribué pour prévenir les risques de contagion. Ça peut déstabiliser aussi certaines personnes qui voient le déconfinement comme la sortie effectivement de chez eux, la reprise de leur travail, et qui s'attendraient à voir les choses comme elles existaient avant. Mon bureau, c'est plus celui qui est là, près de la fenêtre, sous la ventilation, à côté de ma copine. Non. Il y a peut-être des choses qui vont devoir changer, et il faut commencer à informer les salariés sur le sujet. Matérialiser les espaces de travail, oui, ça va être important. Matérialiser les espaces d'attente aussi pour le respect des distanciations. Matérialiser les sens de circulation quand c'est possible, ou même des priorités de circulation quand le sens de circulation n'est pas possible. Une chose essentielle dans tout ce que vous allez mettre en place dans l'entreprise, c'est tenir compte de l'ergonomie des postes et des risques professionnels. On ne va pas créer de nouveaux risques pour pallier à ce risque Covid. Donc, par exemple, l'exemple classique, c'est on ne va pas interdire l'usage de la rampe d'escalier pour monter et descendre les escaliers. Le risque de chute n'est pas anodin, il est quand même assez fréquent. Je préfère qu'on dise qu'on se nettoie les mains en sortant de l'escalier pour être sûr, plutôt que de ne pas tenir la rampe. Adapter la charge de travail, ça va être nécessaire aussi. Vous allez avoir des salariés qui vont revenir sur un site avec des contraintes supplémentaires qui vont leur prendre du temps. Il va falloir intégrer ces contraintes dans les habitudes de travail, dans les objectifs, dans les charges, dans votre organisation globale. Hop. Alors, j'ai quelques difficultés à placer la slide suivante, excusez-moi. Voilà. Donc, petit point particulier, le courrier. Courrier, colis, livraison. Le Covid va vivre 24 heures sur tout ce qui est papier et carton, c'est ce qu'on vous a dit au départ. Donc, idéalement, quand ça peut attendre, le courrier, c'est aussi simple de ne l'ouvrir que le lendemain de sa réception. Donc, c'est valable aussi pour les colis. Maintenant, si c'est des colis de produits frais qui doivent être mis dans un réfrigérateur, si c'est des choses un peu sensibles, dans ce cas-là, on va prendre d'autres précautions. Dans ce cas-là, il faut mettre gants, masques, l'ouvrir, désinfecter, ouvrir, et ensuite on voit ce qu'on fait avec ce qui a été, ce qui est à l'intérieur. Mais idéalement, réellement, on met le courrier en attente quand c'est possible. On va aussi limiter le nombre de salariés qui vont avoir directement accès à ce courrier. Tant qu'à faire, autant habiller qu'une personne pour l'ouvrir plutôt qu'en habiller 4-5 à chaque fois que chacun voudra aller chercher son petit courrier. Si on peut faire ouvrir à la même personne tous les courriers, les scanner et les diffuser aux bons intervenants, aux bons interlocuteurs, c'est l'idéal. Maintenant, là, je vous parle quand même de l'idéal. Il va falloir adapter à vos conditions de travail. Petite chose quand même, c'est vrai que pas de livraison personnelle au sein de l'entreprise, ça va aussi vous réduire le nombre de colis que vous allez recevoir, et c'est plutôt quelque chose de positif pour vous.
J'aimerais insister sur quelque chose, Sandrine, que tu as dit, tu as parlé d'idéal, et je crois qu'il y a pas d'idéal, et puis il y a pas de règle, il y a pas de règle dessinée. Euh, Oui, et il y a une chaque question règle va être d'adaptation. indépendante à chaque entreprise, et c'est vraiment à vous d'adapter la situation à à votre activité, au nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise, etc. Voilà. C'est vrai que là, on vous présente des éléments de réflexion, des pistes, des préconisations. Il y a certaines choses qui vont être obligatoires, comme effectivement le calcul en amont du nombre de personnes que vous allez avoir sur site. Mais il y a des choses qu'il va falloir que vous adaptiez. Le courrier, c'est un des éléments qu'il faut adapter à vos besoins pratico-pratiques à vous. Mais il va y avoir d'autres choses, vos espaces de circulation, vos postes de travail. Donc là, on vous donne des pistes de réflexion. Pour tout ce qui est accueil du public, euh, en amont, il va falloir identifier les caractéristiques de l'activité justement pour adapter. Le nombre de types de personnes accueillies, est-ce que ce sont des visiteurs, des usagers, des clients? Comment ça va se passer, le contact avec ces personnes? Quels sont les circuits des personnes qui sont extérieures à l'entreprise, qui passent dans l'entreprise? Parfois, vous avez des endroits où vous passez à un premier bureau, puis à un deuxième bureau, puis à un troisième bureau, chaque fois pour faire tamponner 2, 3 choses. Ben là, il va peut-être falloir repenser le circuit. Les modalités d'accueil. Quand on peut privilégier la prise de rendez-vous, ça va permettre de gérer correctement un flux, hein, c'est évident. Le type d'échange que vous allez avoir, le type de contact que vous allez avoir avec les personnes. Est-ce que vous allez devoir travailler sur certains objets, des documents qu'on va se passer et repasser? Est-ce qu'il va y avoir des échanges de monnaie? Est-ce qu'il va y avoir des, différents. Bah oui, il y a aussi le côté contact direct, différents échanges qui sont plus de proximité. Certains métiers, kiné, auxiliaire de puériculture, coiffeur, esthéticienne, tout ce monde-là, le contact va être un petit peu différent que le banquier qui peut rester derrière sa vitre quelque part. Donc, il va falloir évaluer tout ça. Voir ensuite la fréquence, la durée des échanges, donc évaluer les risques et puis adapter les mesures de protection collective et individuelle. Donc quelques recommandations, on définit la capacité de l'accueil des espaces, hein. On prévoit au maximum les rendez-vous et on essaye de faire patienter en extérieur ou on limite en tout cas l'accès à la salle d'attente à ce qu'elle peut réellement contenir. On limite les déplacements des personnes dans la structure. On va adapter le matériel et les espaces de. On va adapter et matérialiser les espaces de circulation. On va supprimer les documents habituellement mis à disposition dans les salles d'attente, espacer les sièges. Si on n'a pas la possibilité de les espacer, peut-être en supprimer un sur deux. Enfin, on va afficher aussi clairement les procédures pour les clients, les usagers, les visiteurs, pour qu'ils ne soient pas surpris. On va revenir au temps de l'hygiaphone. Ça va rappeler peut-être des souvenirs à certains d'entre nous, mais on va Sois revenir. respectueuse des gens qui nous entourent, s'il te plaît. Bah quoi? Je m'intégrais tout à fait dans ces personnes-là. J'ai déjà vu des hygiaphones dans ma vie, je vous jure. Donc revenir à des barrières effectivement type plexiglas et quand c'est pas possible, on va fournir le surblouse, le masque, les surblouses, le masque, la visière. On va limiter au maximum les échanges physiques et puis si on doit payer vos services, peut-être que la carte bancaire, c'est une bonne solution. Et le sans contact, encore mieux. Et si on doit utiliser le clavier, il va falloir nettoyer le clavier. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir anticiper. J'ai perdu tout le monde? Non, non, moi je te suis d'ailleurs. T'es mon premier follower. Ouais, toujours, toujours. Donc, quand votre société n'a pas à recevoir du public, comment vous faites avec les espaces de travail partagés? Je ne parle pas simplement des espaces de travail tertiaires, ça peut être aussi valable pour les ateliers. Voilà, c'est donc une fois qu'on a fait
le calcul superficie, qu'on sait combien de personnes on peut mettre dans chaque espace, ce qui est à faire au départ. Il va falloir quand même réfléchir à comment on va organiser les choses dans chaque espace. Bon, vous disposez peut-être de FlexOffice, de postes de travail avec donc où les gens changent et se posent avec leur ordinateur et puis qui sont pas attribués. Vous avez peut-être donc des open space un peu plus attribués. Enfin, il va falloir revoir un petit peu tout ça. Et quand c'est des ateliers, est-ce que vos postes de travail, les gens circulent ou pas? En FlexOffice, on oublie. Aujourd'hui, on pense à attribuer un poste fixe par personne. Si possible, sur la plus longue période possible. Si la personne doit être là 2-3 jours, eh ben, si elle peut avoir le même poste de travail, ce sera idéal. Et si ses voisins et collègues peuvent être les mêmes aussi, ce sera parfait. Vous noterez le mot idéal. On va s'adapter quand même. Hein. Quand c'est dans un atelier, on va privilégier dans la mesure du possible et quand ça ne va pas entraîner d'autres contraintes, je pense par exemple au TMS, on va privilégier qu'un même poste soit occupé pendant une session de travail par la même personne. Maintenant, ce sera toujours à adapter. Donc, de toute façon, dans ce cas-là, il y a nettoyage du poste avant et après le passage de la personne. Autant que possible, on va chercher à limiter le nombre des échanges de matériel ou de machines. On est tous d'accord sur le sujet. On va, si vous avez des difficultés au sein d'un même espace à garder cette distanciation, idéalement qui serait plus de 2 mètres que de 1 mètre, les barrières en plexiglas, c'est très bien aussi. Ça peut vous permettre de réorganiser vos espaces. Petite chose à noter, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté au départ, mais quand vous calculez la superficie de votre entreprise, vos postes de travail, vos bureaux, prennent une place qui n'est pas attribuée à la superficie résiduelle. Quand vous voyez que vous ne pouvez garder que 3 personnes dans cet espace, si vous avez une cave où vous pouvez descendre un bureau, vous regagnerez peut-être 2 mètres carrés. On peut peut-être jouer un peu sur les choses. Donc, évidemment, quand il y a une activité qui doit être menée en binôme ou à plusieurs, c'est qu'il y a des ports de charge, qu'il y a des interventions techniques, on va mettre en place toutes les mesures de protection individuelle pour permettre à ce binôme de fonctionner. On essaye de limiter au maximum cette activité, mais quand c'est pas possible, ben c'est pas possible. Pour le travail en extérieur au site, il y a plusieurs choses qui seront là aussi à évaluer. Déjà, est-ce qu'on peut réduire au maximum ces déplacements? C'est mieux. Mais ensuite, il faut voir aussi quels sont les modes de déplacement. Si vous fournissez un véhicule, dans ce cas-là, on revient aux procédures que vous a décrit Laurent tout à l'heure sur l'utilisation des véhicules. Est-ce qu'il y a une base de vie? Est-ce qu'il y a un local de stockage pour pouvoir mettre le minimum en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique, de lingettes pour nettoyer les différents outils? Enfin, quelles sont les ressources dont vous disposez concrètement sur place? Est-ce que le matériel va être partagé ou pas? Là, vous avez des fiches métiers qui ont été qui ont été très bien faites et je vous recommande de vous y référer quand vous êtes sur des secteurs de BTP ou de propreté. N'hésitez pas, vous avez les liens qui sont dans le fil. Pas uniquement un BTP et propreté, ça touche aussi C'est aujourd'hui par exemple, beaucoup oui. d'autres métiers. Donc là, vous trouverez souvent des guides au niveau des branches qui ont été élaborés justement pour répondre aux questions pratico-pratiques de votre activité. Donc, on transmet toutes les informations d'intervention en amont, on met en place les actions et les dispositifs qui permettent de respecter les distanciations physiques dans les véhicules. Donc, typiquement, si vous avez 3 personnes dans un véhicule utilitaire, vous avez 3 places dans un véhicule utilitaire, la place du milieu, il n'y a plus personne.
Donc, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être prévoir qu'ils ne seront pas 3 à l'arrivée ou prévoir un autre véhicule. Enfin, voilà. Il va falloir anticiper tout ça. Les aspects techniques, vous connaissez maintenant les procédures de nettoyage du matériel et du véhicule. Donc, il faut absolument les mettre en place, former et informer vos collaborateurs. Donc, rappelez donc toutes ces mesures d'hygiène et de sécurité sur le lieu d'intervention et pendant le transport. Sur le lieu d'intervention, faites en sorte, alors c'est déjà le cas généralement, de baliser le lieu d'intervention et sur place de respecter les consignes qui ont été mises en place par l'entreprise qui accueille, donc les sens de circulation, déplacement en file indienne, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non, visiblement, ça a l'air d'être à peu près fluide. Donc, petit focus. Que faire si dans votre entreprise, une personne est malade? Alors, en amont, normalement, vous avez programmé une petite procédure avec la collaboration de votre service de santé au travail et de votre médecin du travail qui permet de prendre en charge les personnes qui présentent une pathologie sur votre site. Donc, là, juste un petit exemple de procédure, c'est première chose, on va isoler le salarié et on va faire en sorte de ne pas permettre l'accès à sa zone de travail. On va faire appel aux sauveteurs secouristes quand il y en a sur le site, ils sont là pour ça, mais on va leur donner aussi toutes les mesures de protection qui correspondent. On va permettre au salarié de rentrer chez lui et on va l'inviter à prendre contact avec son médecin traitant qui va voir l'opportunité de le faire tester si besoin. Ensuite, on aère sa zone de travail. On ventile quand c'est possible. On procède au nettoyage, désinfection des lieux et des outils. Évidemment, quand on en sait un peu plus, on prend contact avec le service de santé au travail. On communique avec ses salariés et on rassure. Sincèrement, tout ce qui aura été mis en œuvre, ce dont on vient de vous parler depuis 1 heure, c'est pour prévenir les risques de contagion. Donc, même si un de vos salariés arrive et qu'il est malade, ben, vous avez fait tout ce qu'il fallait en amont pour que les autres ne soient pas contaminés. Donc, il faut aussi temporiser un petit peu ce genre de choses. En plus, si ça se déclare sur le site, vous n'avez aucune notion si c'est réellement le Covid ou pas. C'est pas parce que actuellement on a le coronavirus qu'on ne peut pas avoir une angine, une rhinopharyngite, une bonne bronchite, une pneumonie et autres. Donc il va falloir temporiser un petit peu les choses. Petit rappel, mais je crois que vous l'avez suffisamment entendu jusqu'à présent, on n'appelle pas le 15 parce que quelqu'un tousse. On appelle le 15 que lorsque il y a vraiment une difficulté, que c'est grave, qu'il y a vraiment une gêne respiratoire intense. Ou d'autres signes, hein, mais voilà, on n'appelle que pour une situation d'urgence. Voilà. Alors, je reprends la main sur la dimension psychosociale de l'épidémie. Alors, cette situation va générer des, comment on peut dire, des difficultés, va générer des changements, on va dire, psychologiques, aussi bien par l'impact du confinement que celui du déconfinement. Alors, le confinement va avoir une anxiété par rapport à sa propre pensée aussi d'ailleurs, mais à sa propre santé ou à celle de ses proches. Certaines personnes vont vivre un isolement, une diminution du soutien face aux problèmes divers et variés. On peut y avoir des décès chez les proches, des maladies, des problèmes familiaux. L'impact social avec des difficultés financières, rupture conjugale, violence. Bref, on entend parler de ces éléments dans les médias depuis le début du confinement. On entend aussi parler de la non prise en charge médicale de pathologies préexistantes qui peut avoir augmenté
les difficultés liées à cette pathologie, hein, des gens qui hésitent à prendre rendez-vous avec leur médecin. Alors, ça peut être cardio, ça peut être enfin tout type de spécialité. Vis-à-vis du travail, sous-charge, surcharge, difficulté avec le télétravail. Alors, sous-charge, il n'y a peut-être pas de possibilité ou peu de facilité à télétravailler. Une surcharge, mais il y a le télétravail et la situation peut avoir généré une activité vraiment débordante et des difficultés, à côté de cela, des difficultés de télétravail avec un conjoint qui œuvre dans la même pièce, 3 enfants qui sont autour, donc des conditions qui ne sont pas optimales pour travailler. Et puis, l'impact également du déconfinement. Augmentation des angoisses pour certains qui vont prendre les transports en commun, qui sont peut-être plus anxieux que d'autres au fait de pouvoir ou d'avoir à être en contact physique, alors avec une distanciation, mais d'être malgré tout dans un même espace avec d'autres personnes. Donc ça peut générer des angoisses. D'autres personnes encore peuvent être complètement euphoriques sur ce déconfinement. Et on est tous contents, on est tous heureux de démarrer le déconfinement. Et puis certaines personnes vont être en même temps euphoriques et en même temps angoissées. Et donc il y a une difficulté de sa propre représentation du où je me place. Est-ce que je suis angoissé? Est-ce que je suis heureux? Ben, les deux en même temps, c'est pas facile à gérer comme émotion. Dans un deuxième temps ou dans un troisième temps, il va falloir faire le deuil du déconfinement tel qu'on se l'imaginait. Il y a 3 semaines encore, on se disait tous, c'est bon, comme disait Sandrine tout à l'heure, on va sabrer le champagne. Et ben non, on va pas sabrer le champagne le 11 mai. On va continuer à boire avec nos masques et nos gants. Et le champagne, j'espère qu'on le boira un petit peu plus tard, mais ce sera pas au moment du déconfinement. Il va falloir faire le deuil de cette sorte de libération qu'on avait anticipée et qui ne sera pas. Inquiétude. Autre point, c'est lié au déconfinement, c'est l'inquiétude ou le stress par rapport à la capacité de l'entreprise à reprendre. On sait que des entreprises sont en difficulté économique. On sait, c'est ce que Bruno Le Maire nous dit depuis quelques jours. On sait qu'on va avoir des fermetures d'entreprises, des faillites liées à la situation. Donc, les salariés se posent la question, est-ce que je suis concerné ou est-ce que je ne le suis pas? Alors pour certaines entreprises, c'est clair, ben ça continue. D'autres entreprises, c'est clair, ça va fermer. Et puis, il y en a certaines où on est dans l'entre-deux. Et ce sont des situations qui sont vraiment compliquées psychologiquement pour les salariés. Alors, fort de ce constat qu'on a des incidences du confinement et du déconfinement, ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ce qu'il va falloir mettre en place, c'est d'abord un cadre rassurant et bienveillant. Pour rassurer vos salariés, ils ont besoin d'avoir une communication sur ce qui se passe, sur ce que vous avez pu mettre en œuvre dans votre entreprise. Comment vous avez préparé le retour dans les locaux. Pour tous, savoir que vous avez du gel hydroalcoolique, que vous avez espacé les bureaux, que vous avez prévu des gants pour les gens qui vont travailler dans un atelier, que vous avez prévu les masques pour ceux qui seront les masques, les séparations en plexi pour ceux qui seront en contact avec le public, va les rassurer. Alors vous vous dites peut-être ils vont bien voir ça en arrivant. Non, communiquez-le avant, et c'est ce qu'on va voir dans une slide, celle d'après je crois, communiquez-le avant de façon à rassurer, c'est vraiment le terme. Et on va rassurer aussi avec le discours des responsables. Il est clair que si vous avez un discours disant « ça fait 2 mois qu'on n'a pas bossé, donc là mon petit gars, on va y aller », ça peut
générer de nouvelles difficultés. Et je pense que le coronavirus en a imposé un certain nombre. À mon avis, ce sera contre-productif par rapport à la situation. C'est vraiment la construction du collectif avec un maximum de sérénité qui va permettre à l'entreprise de pouvoir remonter, de pouvoir sortir de cette situation compliquée. Alors, différents outils hein, pour anticiper le retour. On a parlé de communication. Alors, on peut faire une communication par un webinaire, tel qu'on est en train de le faire là aujourd'hui avec vous. Donc, pour informer de ce que vous avez mis en place dans l'entreprise. Une communication, ça peut passer également par une réunion à l'arrivée le 11 mai matin, animée par le directeur, par les membres du service RH, par les managers de proximité. Tout est fonction de la taille de l'entreprise. Hein, et voilà, et de la taille et de l'organisation de l'entreprise. Le service RH peut aussi évaluer la situation émotionnelle des salariés par un petit sondage, alors anonyme, hein, bien entendu, mais un petit sondage qui va permettre de savoir où en est notre masse salariale d'un point de vue émotionnel. Et puis vous savez probablement qu'un certain nombre vous savez que dans votre entreprise, un certain nombre de salariés ont vécu des moments difficiles. Ils ont perdu un proche, ils ont eu des difficultés financières parce qu'ils ont été au chômage partiel et la baisse de rémunération a une incidence significative sur leur quotidien. Bref, certains salariés ont eu à passer des moments difficiles. Si on en est informé, peut-être les contacter pour voir un petit peu ce qu'il en est et les rassurer. Et toujours dans cette dynamique, on est toujours dans cette dynamique de rassurance et bienveillance. Alors, on va adapter, bien entendu, l'organisation du travail et le management. Hein. On va privilégier un management participatif, clarifier les rôles et définir les priorités. Il est clair que l'opérateur, c'est celui qui connaît le mieux son activité. Et c'est celui qui arrivera le mieux à anticiper ce qu'il va pouvoir faire demain avec la situation organisationnelle qui est en place. J'ai pas assez d'approvisionnement de telle matière. L'opérateur, lui, il va savoir ce qu'il va pouvoir faire sans cette matière-là. Donc, avoir un management participatif, c'est aussi privilégier une prise en compte, privilégier une optimisation de l'activité. Adapter la charge de travail afin de mettre en œuvre une reprise sereine. On est dans le discours peut-être anxiogène, éviter le discours anxiogène et la mise en pratique. Là aussi, si on met une charge de travail trop importante au salarié, il va monter en pression. Renforcer le sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Et là, je pense que c'est vraiment très très important parce que vous avez des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui se sont données à fond parce que il y avait un besoin pendant ce confinement, hein, je veux dire, et il y avait vraiment un besoin d'être présent et d'assurer cette présence. Et les gens se sont donnés à fond. D'autres qui se sont moins donnés, pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce qu'ils pouvaient peut-être pas. Je donnais l'exemple d'un espace partagé à 2 adultes plus 3 enfants et chacun va travailler à son niveau, les enfants sur les devoirs, les adultes sur leur télétravail et c'est pas toujours simple à gérer, on peut pas toujours donner plus que ce qu'on a. Malgré tout, pour les personnes qui se sont données à fond, peut-être reconnaître cette charge de travail qui se sont mis va vous permettre de pouvoir compter à nouveau sur eux si jamais une nouvelle difficulté, coronavirus ou autre, venait à apparaître. Organiser des espaces-temps d'échange afin de libérer la parole et l'anxiété de certains collaborateurs, c'est vraiment là aussi fondamental. On disait que certains vont être très angoissés par la situation, le fait de remettre les pieds dans les transports en commun, le fait d'être
avec d'autres personnes, ou encore complètement différent, avoir quelqu'un de sa famille qui est au service réanimation d'un hôpital. Bref, libérer cette parole va permettre de souffler, va permettre aux personnes de souffler. Un autre point qui est important sur cette situation psychologique, c'est que vous avez des opérateurs que vous connaissez bien et qui ont complètement changé de comportement entre avant le confinement et après. Si on est dans une phase dépressive, il est vraiment important de souligner le fait, de souligner cette situation parce que elle peut être l'image, elle peut refléter une situation très très compliquée pour la personne en question. Et il ne faut pas oublier non plus les responsables, les managers. On va se retrouver dans une situation où il va y avoir de l'angoisse à gérer. Qu'on le veuille ou non, il va falloir gérer cette angoisse. Et les managers ne sont pas nécessairement formés pour ça. On va pas faire on n'est pas tout le monde n'est pas psychologue, reconnu par un titre ou pas, mais tout le monde n'a pas cette capacité à entendre l'autre. Et donc, soutenir les managers dans cette situation est vraiment fondamental et il va falloir le prendre en compte, notamment par le groupe référent Covid. N'hésitez surtout pas, dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à contacter votre service de santé au travail qui a les compétences en interne pour vous accompagner, pour accompagner les personnes qui peuvent être en difficulté, donc médecin du travail, psychologue clinicienne, psychologue du travail, assistante sociale. J'insiste là sur le cadre rassurant et bienveillant, c'est vraiment fondamental. Alors, pour terminer cette présentation, quelques informations supplémentaires. Vous allez mettre en place des mesures de prévention. Ces mesures de prévention sont à intégrer à votre document unique. Alors, on va identifier et analyser des situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus peuvent se trouver réunies. C'est le risque biologique. Voilà, c'est à rentrer dans une ligne de risque biologique. Et l'organisation qui a été mise en place pendant le confinement et après le confinement peut être source de nouvelles situations dégradées. RPS, on vient de le voir, travail isolé, le télétravail. Le télétravail, les retours qu'on a dans les services de santé au travail montrent que on a de plus en plus de personnes qui ont des soucis de dos, des soucis d'épaule, etc. et probablement liés à l'organisation qui est mise en place. Et comme bien entendu, comme ce que vous connaissez déjà du document unique, une fois qu'on a repéré les différentes situations, on met en place le plan d'action. On insiste sur le fait d'associer les salariés et leurs représentants. Je disais à un moment, le salarié, c'est celui qui connaît le mieux son activité. Oui, donc n'hésitez pas à l'associer dans cette dynamique du document unique, que ce soit pour la situation qui nous occupe avec le coronavirus, ou que ce soit d'une façon beaucoup plus générale. Personnellement, je trouve absolument aberrant qu'une entreprise fasse appel à un prestataire externe qui vient passer une demi-journée, une journée ou deux, fasse le tour de l'entreprise, hop, et à la fin, on voit un document unique. Ça a aucune valeur ajoutée. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est des sujets qui m'importent parce que voilà, quitte à faire un document unique, autant que ça serve à quelque chose, mais ça serve en réalité à quelque chose. Pour conclure, l'urgence actuelle, c'est relancer l'activité. Relancer l'activité en sécurité, et c'est ce qu'on a appelé, nous, le déconfinement de niveau 1. C'est ce que vous allez mettre en place très prochainement. Mais pourquoi pas profiter de la situation, du changement d'organisation qui nous a été imposé par la situation pour réinterroger l'ensemble. Alors, pour information, Horizon Santé Travail planche et travaille avec une équipe sur la qualité de vie au travail. Notre voie d'entrée, c'est la santé au travail, mais on va interroger l'ensemble des thèmes qui participent à l'activité de l'entreprise, management participatif, les compétences, parcours professionnel. On va interroger tout cela pour avoir une vision
macro de l'entreprise et après, ce qui va nous permettre d'aller vraiment affiner les endroits où on doit intervenir. J'en dis pas plus sur cette question, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Horizon Santé Travail, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et puis une communication sur le déconfinement de niveau 2, donc la QVT, la santé QVT et le déconfinement sera prochainement présenté. Sandrine, Oui, à toi de juste finir. pour vous informer effectivement sur le suivi de santé de vos collaborateurs par vos services de santé au travail. Donc les choses ont actuellement, le confinement, le coronavirus, ça a un petit peu perturbé le fonctionnement habituel de vos services de santé au travail, qui restent quand même malgré tout à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner. Mais sur la partie purement visite médicale, voici les informations. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser directement sur le chat à nos différents médecins du travail qui seront beaucoup plus efficaces que moi sur le sujet. Il y a un maintien du délai légal pour les visites d'embauche des salariés, en suivi individuel renforcé et en suivi individuel adapté. Travailleurs handicapés, travailleurs en situation d'invalidité, travailleurs de nuit, femmes enceintes et les travailleurs de moins de 18 ans. En bref, ça c'est le. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est il y a aussi des visites qui vont pouvoir être reportées. Donc voilà. Donc là, je vous donne celles qui doivent être maintenues. Pour les visites de reprise, avant la reprise de poste pour les salariés en suivi individuel adapté, c'est maintenu. Pas de visite de reprise pour les arrêts liés au Covid si elles sont inférieures à moins de 30 jours. Donc le délai classique légal pour les visites de reprise. Il n'y a pas de visite de reprise à organiser quand les arrêts concernent les gardes d'enfants. Ce n'est pas un arrêt maladie, c'est un arrêt garde d'enfants. La personne est en bonne santé. Le report ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail, au cas où vous auriez la crainte de la suspension du contrat de travail. Les autres visites sont reportables sous condition et en fonction, les délais de report ne seront pas les mêmes. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de votre service de santé au travail pour voir avec eux quelles sont les modalités qui peuvent être mises en œuvre. Quant à la question des dépistages, parce que cette question a été posée oralement par notre Premier ministre il y a quelque temps lors d'une allocation. Actuellement, on est vraiment dans l'attente des décisions gouvernementales sur le sujet. On n'a pas plus d'informations que ça à vous donner. On sait juste que les dépistages de coronavirus ne doivent pas être organisés par les entreprises. Oui, les informations qui sont liées à cette entreprise sont liées au décret apparu le 8 avril dernier. Donc voilà ce que je vous disais par rapport au dépistage. Aujourd'hui, on demande aux employeurs de relayer les messages d'information gouvernementaux, mais il n'y a pas de dépistage fait en entreprise ou organisé par l'employeur. Si le salarié est symptomatique, ce que l'on disait tout à l'heure, il va falloir qu'il consulte son médecin traitant qui va organiser, si possible en téléconsultation, qui va organiser éventuellement le dépistage si nécessaire. Les contrôles de température, c'est ce que je vous disais tout au départ. Ce n'est pas recommandé, c'est pas interdit. Ça a peu d'intérêt en soi. C'est plus intéressant que chacun prenne sa température et prenne ses responsabilités par rapport à sa propre situation de santé. Donc, enfin, je vous laisse quelques liens. Donc, je vous rappelle quand même que votre médecine du travail est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Et quelques liens qui peuvent vous intéresser sur les différents fournisseurs qui pourraient vous proposer des éléments de protection individuelle contre le Covid, donc pour les masques, grand public, chirurgicaux, les autres protections.
quelques personnes aussi qui peuvent faire des relais pour organiser des commandes groupées ou pour vous mettre en relation avec des fournisseurs. Et aujourd'hui, pour les citoyens, les masques, vous les trouvez même dans les supermarchés. Si vous posiez les questions sur ce qui nous a servi à créer cette conférence, voici les liens où vous pourrez retrouver en fait tous les documents qui sont source de notre travail. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous d'être venus assister à ce webinaire.